Vous, en tant qu'élu de la ville de Goma en 2018 et notable de la province du Nord Kivu, pensez-vous que désormais la République démocratique du Congo devrait oublier les processus de Washington qui a été visiblement accueilli comme une solution à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo? Bien, merci de l'invitation, cher Anicette, et je salue tous les compatriotes qui sont en ligne dans ce space avec nous. Contrairement à ce que tu dis, cher Anicette, la situation sécuritaire et humanitaire ne se détériore pas seulement depuis 4 moi, je me rappelle que j'ai commencé à vivre ces calvaires de déplacement. À compter ces morts, c'est depuis mars 1993, au territoire de Rutshuru, au territoire de Masisi, avec le massacre d'Entoto, le massacre d'Alebwito, et ensuite, nous avons vécu ce désastre avec l'arrivée des réfugiés rwandais à Goma, Bukavu, à juin-juillet, août 94. Et par la suite, c'était avec la guerre de la FDL. Moi, je suis de ceux-là qui ont fui de Goma. J'ai traversé Kichanga, Mweso jusqu'à Kanyabayonga, Butembo, pendant que les autres ont fait Pinga jusqu'à Kisangani, Kinshasa à pied. Et ce calvaire a continué sous les RCD, sous le CNTP, jusqu'à ce jour. Et alors, on regarde ces 32 ans, 33 ans de morts quotidiennes. Est-ce que le processus de Doha, est-ce que le processus de Washington nous garantissent un avenir beaucoup plus stable? Parce que si nous n'évaluons pas sa complaisance, ce processus, il n'est pas exclu que les 5 prochaines années, les 10 années à venir, les 20 ans, les 30 ans à venir, nous allons continuer dans le même cycle, raison pour laquelle donc il est important, disais-je, que nous puissions dans ce space échanger froidement, de manière constructive, comment nous évaluons ces processus de paix en cours, quelles sont les garanties d'un minimum de stabilité que nous offre ce processus, et s'il n'y a pas de garantie, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais avant peut-être de tenter de présenter quelques éléments d'aperçu personnel de ces deux processus actuels, permettez-moi quand même de parler de la situation humanitaire présente. À province du Sud Kivu, la guerre de la semaine passée et de la semaine à court a causé des dommages humanitaires énormes dans la plaine de la Ruzizi. Les habitants de Sange, les habitants de Luvungi, de Katogota, les habitants de Uvira, nombreux ont fui vers Burundi. Je parlais ce matin avec des amis qui ont fui à Nyamoma, à la frontière vers Burundi, qui sont partis de Sange. Je parlais ce matin avec des amis qui sont dans le cas de transit de Gatumba. Je parlais avec les amis partis de Baraka, Fizi, et ils ont traversé vers Kigoma à Tanzanie. D'autres ont fui. Depuis février, ils avaient fui Bukavu pour Uvira. D'autres maintenant, avec ce qui est arrivé à Uvira, ils ont poursuivi la fuite jusqu'à Kalemi, et même à Kalemi, ils sont dans un état de panique, abandonnés de tous, sans assistance, que ce soit à Bujumbura, Tanzanie, ou à Kalemi, c'est pareil. J'ai d'autres maintenant, dans les Walungu, Shabunda, Mwenga, ceux-là sont à des bandades, dans des forêts, dans des brousses. Combien sont en train de mourir de faim, de soif? Je parlais à un ami hier à Bujumbura qui me disait que 1 litre d'eau à Bujumbura, dans le cas de Gatumba, est passé de 2000 francs burundais à 8000 francs.
Et donc, il manque même de l'eau. En province du Nord Kivu, ceux qui sont concentrés à Pinga, ceux qui sont concentrés sur l'axe Nyabiondo vers Kachebere, ceux qui sont concentrés sur l'axe Lubero, Moussienene, Butembo, jusque Dalibeni, Owicha. D'autres sont sur l'axe de Kavinyong et Kassindi. Ça parlait de tous ceux-là qui sont en déplacement, même ici à Kinshasa, abandonnés de tous. Bref, la guerre est en train de provoquer des dégâts énormes. Ceux-là qui ne sont pas morts des balles ou des bombes sont en train de mourir de traumatisme, de faim, de soif, de manque de médicaments. On me parlait de la situation dans l'hôpital de Pinga ce soir. Un hôpital qui manque de tout. C'est pareil dans les zones, ceux-là qui n'ont pas fui, les hôpitaux ne sont pas ravitaillés. Bref, cette tragédie qui a commencé, disais-je, depuis les années 93, 94, 96, à 2003 à Ituri jusqu'à ce jour, cette tragédie continue et nous oblige, nous les survivants, d'évaluer sa complaisance, ce processus de paix. Et malheureusement, que ça soit à Doha, que ça soit à Washington, il n'y a nulle part où l'on parle de la gravité de la situation humanitaire. Il n'y a nulle part où l'on évalue l'urgence de trouver solution à la situation que traversent nos populations. Bien au contraire, dans tous ces processus, et particulièrement à Washington, l'on parle beaucoup plus des minéraux. Vous avez suivi Trump qui dit « Nous allons gagner beaucoup d'argent ». Vous avez suivi Trump qui dit « On nous a supplié pour dire « Please, come and take our minerals ». Et il dit « C'est ce que nous Honorable Jean-Baptiste, vous êtes là. Allô? Oui, continuez, honorable. Continuez, honorable, nous vous recevons. Donc, disais-je, la situation humanitaire n'est pas prise en compte, n'est pas présentée sur la table des négociations, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington. Néanmoins, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître les efforts de ceux qui interviennent dans ces médiations. Depuis la prise de Goma et de Bukavu, on a vu la lenteur affichée par les médiations africaines, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi, même la réunion de Dar es Salaam du 8 février 2025. Les chefs d'État ont arrêté un certain nombre de mesures, mais ils ont affiché une lenteur, on dirait que eux-mêmes ne considéraient pas l'urgence humanitaire. Nous avons espéré que l'intervention de Washington pouvait faire changer le cours des événements. Il est vrai que par Washington, on peut compter beaucoup d'accords, beaucoup d'actes depuis la déclaration conjointe du 23 avril jusqu'aux accords du 4 décembre. Mais malheureusement, en dépit de la signature de tous ces accords-là, la guerre ne s'arrête pas, la guerre continue. À Doha de même, on a signé la déclaration conjointe, je crois c'était le 25 avril, la déclaration de principe le 19 juillet. Il y a eu beaucoup de documents, le cessez-le-feu qui a été signé, je crois, le 14 septembre, les mécanismes pour la libération des prisonniers convenus le 14 octobre, l'accord cadre pour un accord de paix définitif depuis le 15 novembre. En dépit de tous ces actes-là, sur le terrain, rien ne change. En définitive, étant donné que ces accords, ces actes-là ne changent pas la situation sur le terrain, les perspectives risquent d'être sombres. De mon point de vue, avec ce que notre armée a connu
déjà par Goma et Bukavu. Ensuite, c'est que notre armée vient de connaître par Luvungi et par Uvira. Et avoir la situation dans les Fizi, la panique vers Kalemi, eh bien, si nous ne nous mobilisons pas, développer des stratégies pour qu'au plan diplomatique, on obtienne des interventions qui imposent à tous les belligérants le respect du cessez-le-feu et que ce cessez-le-feu soit effectivement surveillé par des forces susceptibles de faire le monitoring vers des organes disposés à imposer des sanctions à chacun des belligérants, eh bien, la guerre risque de continuer à une vitesse, je m'imagine, beaucoup plus rapide que la vitesse à laquelle cette guerre a évolué depuis son commencement à Tchanzu-Runyonyi. Et d'autre part, à côté de la nécessité de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu effectif, il faut qu'un dialogue sincère commence. Il est vrai que Doha est à court, j'ai appris que Doha reprend, mais que ceux qui ont les déçus militairement vont à Doha dans l'optique de dire ils vont d'abord exiger le respect, la libération des prisonniers. Et de mon point de vue, la question des prisonniers risque d'être également comme la question des FDLR. Combien de prisonniers sont-ils? Combien sont-ils vivants? Qu'adviendrait-il si certains sont déjà morts? Est-ce que ce ne sera pas un sujet de blocage des négociations? Bref, et ensuite, même si les mesures de confiance trouvaient une réponse à plus de prisonniers, je pense, la question des condamnations sera posée parmi les préalables, et même si ces préalables sont répondus, est-ce que les discussions autour des 6 protocoles restants vont nous permettre d'aboutir à des mécanismes qui nous permettent d'être rassurés que la paix va revenir dans l'est de la RDC? Parce que déjà à lire le draft autour de ces protocoles-là, notamment le protocole relatif à la restauration de l'autorité de l'État au nord et au sud Kivu, le protocole relatif à ce qu'ils appellent les mesures sécuritaires transitoires, où le draft initial prévoyait que cette force spéciale intérimaire qui aurait le monopole de la sécurité au nord et sud Kivu pendant 5 ans devrait être composée de 50% des éléments du M23. Il est vrai que dans l'accord cadre du 15 novembre, ils ont modifié, au lieu de 5 ans, ils ont dit 5 mois susceptibles d'être prolongés. Mais nous savons que les prolongations sont toujours illimitées. L'état de siège connaît une prolongation à plus de 80 fois. L'opération Soudia, pour un délai de 6 mois, vient d'être prolongée jusqu'à 4 mois, donc on n'est pas sorti. Ces protocoles-là ne sont pas de nature à amener la paix dans cette partie, encore que Doha, c'est un processus entre les deux seuls belligérants qui n'ont pas le monopole de discuter de toutes les questions de paix. Bon, et si Doha n'est pas de nature à nous amener la paix, quel est l'autre processus? Comme je le disais, Washington a produit ses accords. J'invite vraiment chacun de nous à prendre le temps, par exemple, pour lire le fameux accord de partenariat États-Unis et RDC. Je l'ai lu, je viens de le lire à 4 reprises. Eh bien, c'est le bradage total de toutes les ressources naturelles de la RDC au profit des entreprises américaines et sa contrepartie de paix. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire l'accord de partenariat stratégique entre le Rwanda et les États-Unis. Et l'accord pour la RDC, je lisais avant de terminer, j'ai discuté avec l'ambassadeur des États-Unis. L'article 16.2 de cet accord dit que l'accord entre en vigueur dès que les fonds nécessaires sont disponibles.
Et je me disais, mais en dépit des condamnations émises par l'ambassadeur américain aux Nations Unies, en dépit du tweet exprimant un ton de dénonciation de la poursuite de la guerre à Uvira et ailleurs par l'M23 et son allié. Mais est-ce que cette dénonciation américaine signifie que la mise en œuvre des accords de partenariat stratégique entre le Rwanda et les États-Unis seront suspendus? Est-ce que ces déclarations ne sont pas comparables aux sanctions qui avaient été prises en janvier-février contre James Kabarebe, contre Lawrence Kanyuka, des sanctions américaines, sanctions du Trésor américain, mais des sanctions qui n'ont pas produit d'effet sur le terrain? Bref, que ce soit le processus de Doha, que ce soit le processus de Washington, de mon point de vue, tous ces processus sont loin de nous donner des garanties d'une stabilité. Elles sont en mesure de te conduire vers une certaine trêve, si du moins les négociations de Doha poussent Kinshasa à donner des concessions significatives à la FC-M23. Mais même si l'on obtenait une trêve, je ne sais pas qui peut être de 6 mois ou d'une année, eh bien, les dispositions contenues dans les fameux protocoles de Doha sont de nature à aggraver davantage la cohabitation pacifique dans les provinces à guerre, sont de nature à aggraver, n'est-ce pas, des frustrations des uns des autres, et de mon point de vue, ces protocoles-là ne pourront pas garantir les conditions d'une paix véritable. Raison pour laquelle, pour terminer, j'estime, comme je le disais, si l'on peut réfléchir ensemble pour trouver les mécanismes de l'effectivité du cessez-le-feu, et à ce sujet-là, étant donné que le mandat de la MONUSCO devra être renouvelé, je pense, dans quelques jours, même à la fin de cette semaine ici, est-ce qu'il est possible que l'on obtienne, par exemple, dans la redéfinition de ce mandat, que la MONUSCO soit chargée de la surveillance du cessez-le-feu, mais que cette surveillance du cessez-le-feu soit également accompagnée d'une décision qui s'impose et au gouvernement de Kinshasa et à l'AFC M23 pour accepter d'aller vers un dialogue inclusif tel que proposé par exemple par les évêques et pasteurs. Et ce dialogue-là, de mon point de vue, ne devrait pas être convoqué par Félix Tshisekedi, qui est lui-même partie prenante. Avec l'évolution actuelle des rapports de force, je ne vois pas les parties prenantes AFC M23 accepter de venir à un dialogue convoqué, contrôlé par Félix. Il faut donc, de mon point de vue, un dialogue avec des médiateurs nets qui va aboutir à des décisions, des résolutions qui s'imposent à tous. Et si on n'obtient pas ce dialogue, je crains que demain, les populations de Kalemi, de Congolo, de Kolwezi ne soient pas dans la même situation et que s'il n'y a pas de force qui arrête l'avancée des autres, du moins une pression diplomatique, on peut éviter une situation identique à celle de l'AFDEL où les Kabila, Laurent Désiré Kabila, avant d'accepter les négociations sur le bateau Outenika sous la médiation de Mandela, Laurent Désiré Kabila a dit « j'y vais non pas pour arrêter la guerre, mais j'y vais pour négocier les conditions de départ de M. Mobutu ». Il ne faut pas qu'on en arrive à pareille situation. Il est temps, de mon point de vue, que le cessez-le-feu soit respecté par un mécanisme de surveillance efficace et qu'un dialogue inclusif soit convoqué, piloté par des médiateurs neutres. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Le temps de vous relancer. Mais ne pensez-vous pas, le temps de relancer plutôt Johnson Ishara Boutara, président, ne pensez-vous pas que la classe politique devrait
se souder autour du président d'abord. La question vient quoi en fait, dialogue Allô, Anicette, je vous capte difficilement. Je disais ceci, honorable. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il serait mieux que la classe politique s'aligne autour du président de la République pour mettre fin à cette guerre d'agression et ensuite penser à un dialogue national inclusif comme le Doha, finir d'abord avec le Doha et ensuite aller au point de dialogue national. Bon, mon point de vue là-dessus, c'est que... Allô? Oui, nous vous écoutons, honorable. Allô? Allô? Honorable, je ne sais pas si vous me souvenez. Allô, Anicette? Honorable, nous vous recevons. Oui? Mais je ne sais pas quel est le problème avec le volume, mais je vous capte difficilement, Anicette. Honorable, nous vous recevons très bien. Oui, je disais, alors si j'ai bien noté ta question, d'abord de mon point de vue, si les compatriotes de l'AFC M23 sont réellement libres vis-à-vis de leurs parrains et désirent contribuer à l'avènement de la stabilité et de la paix dans notre pays, il devait convenir que Doha devait se limiter simplement à discuter des conditions de mise en œuvre du cessez-le-feu et ensuite les questions telles que définies par les 6 protocoles restants tels que définis dans l'accord cadre signé entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 le 15 novembre, ces questions-là méritent d'être débattues dans un cadre consensuel, dans un cadre inclusif. Si par contre ces questions-là sont débattues sans la participation des autres, de la population, de la société civile, des autres acteurs politiques, sans la participation de toutes les communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu, comment pensez-vous que, par exemple, à Doha, l'on signe un accord d'après lequel ce sont les éléments du M23 qui vont assurer le contrôle de la sécurité au Nord et au Sud Kivu pendant 5 ans, des éléments, qui ne sont pas forcément acceptés par tous? Comment voulez-vous que la question du retour des réfugiés soit débattue sans la présence des chefs coutumiers, sans la présence des communautés propriétaires de terres, dans les Uvira, dans les Mwenga, dans les Chabunda, dans les Lubero, les Bwito, les Masisi, les Walikale, les Nyiragongo, les Rutshuru et autres? Non, si on impose des décisions à partir de Doha, ça va radicaliser les positions sur le terrain et ça ne va pas contribuer à la paix. De l'autre côté, faut-il se mobiliser autour du chef de l'État? Je pense que l'une des erreurs de M. Félix, c'est que il n'a pas écouté les voix de la raison qu'il appelait au dialogue depuis la chute de Bunagana. Et au fur et à mesure qu'il perd le contrôle des territoires, et au fur et à mesure que sur le terrain, les autres constatent qu'ils ont la latitude d'avancer sa résistance, je pense que logiquement, il ne lui appartient plus de prétendre à contrôler les règles du jeu de la convocation du dialogue. Et de mon point de vue, plus il persiste à ne pas accepter que le dialogue soit convoqué maintenant, plus il diminue les chances de ses prérogatives de marge de manœuvre autour de ce dialogue-là. Raison pour laquelle j'estime qu'aujourd'hui, il n'appartiendrait plus, en tout cas au chef de l'État, de prétendre que c'est lui qui va convoquer et réunir les éléments, les acteurs autour de lui. Nous avons vu
en 2016, le dialogue de la Cinco. Bon, le président sortant avait accepté que les évêques pilotent ce dialogue-là. Nous avons vu Hassan City, celui qui était le président de fait à ce temps-là, il a accepté que le dialogue soit piloté par d'autres. Le temps que la parole tourne, veuillez citer s'il vous plaît, honorable. Oui, donc j'estime qu'un médiateur neutre, peut-être l'Union africaine, entouré, assisté par des évêques et pasteurs, ça peut nous permettre d'avancer et d'obtenir l'adhésion de tous à la définition de l'ordre du jour et du déroulement de ces négociations.